professeur Alix Hervé Afouda. Je suis vice-président du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES, et je suis enseignant à l'université de Parakou où je suis le responsable des études et de l'orientation universitaire. Ça fait deux thèmes qui a priori ou d'évidence sont en lien. Vous ne pouvez pas gérer les ressources en eau convoitées par tout le monde ou alors lorsque tout le monde exprime les besoins en même temps et de la même manière ou alors de façon différenciée, qu'il n'y ait pas des gens qui veuillent en prendre en tout temps et surtout d'autres qui voudraient en prendre au maximum pour ne même pas les utiliser par la suite. Donc ça génère des conflits. Et par ailleurs, il y a dans la mobilité spatiale des communautés ou liées à leurs activités, des ressources en eau qu'on ne peut pas transporter. Et dans ces conditions, il faut les trouver. Et lorsqu'on les trouve, il ne faut pas que, en tenant compte de la symbolique de l'eau, qui est une nécessité absolue pour la vie, que certaines personnes ou bien certaines communautés pensent que les autres deviennent allochtones et d'autres autochtones et ont des droits plus affirmés, plus affichés que sur ceux qui viennent les voir. Donc autant d'éléments qui sont discutés dans cette rencontre, dans ce colloque scientifique, et ça permet de faire d'abord les constats. Constat qui montre que l'eau peut avoir plusieurs dimensions. L'eau, source de vie, élément biologique de gestion de vie. L'eau comme ressource pour produire, pour mener des activités. Et l'eau aussi comme limite entre des États, limite entre des communes dans un même bassin versant. Et de ce point de vue, lorsqu'on a l'eau comme limite d'État, donc un cours d'eau, il faut comprendre que dans la territorialité, ce qu'il faut faire comme aménagement, ce n'est plus à l'intérieur d'un État, mais davantage dans un espace transfrontalier qui prenne en compte cet espace de vie commun pour l'ensemble des communautés qui sont désormais partagées, donc cette ligne de partition que devient le cours d'eau. Oui, il y a une expérience qui a cours aujourd'hui au Bénin, c'est d'ailleurs ça que j'ai fait comme communication hier, notamment au travers du fleuve Mono, qui sert de frontière entre le Bénin et le Togo, mais de la volonté des populations et des élus locaux et même des États qui ont parrainé ces expériences, on en vient aujourd'hui à comprendre que les communautés ont dégagé ce qu'on peut appeler désormais qui est en train de se mettre en place doucement, un schéma d'aménagement transfrontalier intégré. Ça veut dire que quand vous êtes du côté Bénin, vous comprenez que les aménagements qui se font, c'est par rapport à l'ensemble de l'espace transfrontalier et que les acteurs qui sont à cheval entre les deux pays peuvent en tirer profit également. Et il y a de ce point de vue un organe qui a été créé qu'on appelle l'organe communautaire transfrontalier Sud-Bénin-Togo, et c'est cet organe-là qui légitime les communes de part et d'autre. Il y en a 8 pour le moment à titre expérimental, ont des responsabilités égales, quelle que soit même la fonction qu'occupe une commune par rapport à l'autre. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. C'est des expériences qu'on ne va pas forcément dupliquer de façon univoque, mais il faut tenir compte des codes de ces communautés-là, à chacun des niveaux où le problème d'eau se pose, pour savoir comment gérer les conflits. Donc voilà un peu une expérience que nous avons partagée et qui force l'attention de tous désormais. Plusieurs défis. Comment en tant que chercheur ou bien en tant que responsable de développement, on vient avec tous les problèmes, je ne dirais pas d'état, mais les prérequis de formation qui forcément tout le temps ne s'accommodent pas aux réalités. Les communautés sont régies par des codes. L'espace en lui-même, lorsqu'on en vient à comprendre son fonctionnement, il y a des codes. Mais on n'est pas toujours attentif à approprier ces codes avant de proposer des solutions. Et c'est ce qu'il faut. Désormais, les communautés qui vivent ensemble sur la base des fondements qui leur sont chers et puis souvent anciens,
ne vous diront peut-être pas. Mais si vous n'êtes pas attentif et que vous dites, vous êtes les plus gros intellectuels que possible, vous n'avez pas besoin de leur réponse, on va casser toutes les dynamiques qui étaient là et les solutions proposées montreront qu'on va courir vers les catastrophes. Malheureusement, c'est le cas et beaucoup de pays sont dans ce schéma-là aujourd'hui. Je viens d'en faire un peu l'analyse. L'eau rassemble tout, à la fois rassemble toutes les communautés, tous les acteurs dans leur diversité d'activités. Alors, lorsqu'un projet doit être mis en place, il faut que chacun comprenne qu'on ne vient pas imposer quoi que ce soit. L'approche inclusive même suppose qu'on met tout le monde à l'égalité. Et on dit tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de revendiquer ce qui est extrêmement bon dans une complémentarité, voire une synergie d'action par la suite. Et là, dès que les engagements sont pris collégialement, collectivement, les responsabilités doivent être assumées à partir d'un principe qui est peut-être légitimé par le droit ou même le droit coutumier. Donc autant d'éléments pour que ce qui a cours ici dans cette rencontre de Dakar serve désormais de tremplin d'analyse et d'action pour le futur. Les leviers, comme levier d'abord, il y a cette communication. Il y a ces rencontres qui permettent de réfléchir et de dire ce que l'on pense par rapport à ce qui doit être. En dehors de ça, aujourd'hui, les expériences supposent qu'on pense que la jeunesse soit capable de faire un certain nombre de choses pour le futur. Mais pour que cette jeunesse soit préparée, il faut bien la former. Cette formation, notamment autour de l'eau, vecteur de paix et de développement, doit être une préoccupation. Et on pense, personnellement, je crois qu'en tant qu'universitaire et chercheur, il faut préparer la jeunesse pour que les manquements qui ont eu cours par le passé dans les projets, programmes, on diminue ça, voire annihilé ça dans la conception de nos projets. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Et puis finalement, dans toute discussion, il faut associer la communauté à la base et surtout les femmes qui, dans l'usage biologique, l'usage de l'eau comme ciment biologique, quel que soit ce que l'on fait, il faut que ces femmes-là puissent être au devant de la scène, pas au devant de la scène à la lumière, non, comme principale actrice à écouter. C'est parce qu'on raisonne toujours par secteur d'activité ou alors de façon univoque. D'abord, dans toutes nos communautés, on sait que l'agriculteur a eu de tout temps une complicité avec l'éleveur. Et l'éleveur a une complicité aussi avec le pêcheur parce que le troupeau ira là où il y a de l'eau. Et c'est aussi le domaine d'activité de pêche. Donc, ces trois types d'acteurs, éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, lorsqu'on les fait asseoir en même temps, par rapport à la ressource en eau, dans son usage, les gens vous donnent des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé dès le départ. C'est cette approche qu'il faut retrouver, c'est cette approche qu'il faut pouvoir privilégier désormais. Et là, ça doit cimenter les dispositifs et les systèmes de formation.